Donc, aujourd'hui, nous parlons schizophrénie, capitalisme et migration. Alors, bien sûr, schizophrénie et capitalisme, ça renvoie au titre, vous l'avez reconnu, de l'Anti-Oedipe, le texte de Deleuze et Guattari, et qui nous permettra, dans une première partie, de revenir sur leur définition de la schizophrénie, de ce qu'ils appellent également de leur vœu de la mise en place de la schizoanalyse. On verra, on reviendra là-dessus, de voir jusqu'où schizophrénie et capitalisme se répondent et s'opposent. Là aussi, on interrogera cela. De revenir sur la définition de ce qu'ils appellent les flux, la question du codage, du décodage, la question de la déterritorialisation, qui est un des grands concepts dans l'Anti-Oedipe, et puis bien évidemment leur parenté forte avec l'antipsychiatrie. Il y a d'ailleurs des références assez nombreuses à Ronald Lang, qu'on a bien vu également l'année dernière ou l'année d'avant. Une dénonciation assez forte du freudisme et, je cite, de l'oedipianisation. Et au contraire, une définition différente de la question du désir. Le désir non pas comme manque, mais comme système de production. C'est ça l'un des points forts chez Deleuze et Guattari, de la parenté qui peut exister, la parenté féconde entre la schizophrénie et la littérature. Bien évidemment, il y a la figure d'Artaud. Et plus globalement, ça nous dit bien évidemment quelque chose du sujet et pas spécifiquement du schizophrène, parce qu'on a une vision ici du schizophrène comme une sorte d'idéal type de sujet libéré, et non pas du schizophrène au sens de celui que la psychiatrie a mis en pièces. Alors il y a une dénonciation aussi de la psychiatrie qui a fait du schizophrène, je cite, une loque, c'est le terme qui est utilisé. Donc voilà, donc ça, ce sera toute une première partie, puis une deuxième partie où on va plutôt aller sur la psychopathologie de la migration, la psychopathologie de l'expatriation, de la psychopathologie de l'exil, et de voir s'il y a justement des psychoses plus ou moins définies, de ce nomadisme plus ou moins forcé. Et qu'est-ce que ce déplacement involontaire vient transformer dans le sujet, quel type de traumatisme il peut y avoir. Voilà, donc on aura une deuxième partie avec quelques cas, comme ça, je renverrai rapidement, de manière un peu comme ça, en survol, mais quelques études de cas. Il y a un cas de la migration mexicaine, migration vietnamienne, migration liée aux Caraïbes, aux insulaires, enfin on reviendra et puis on verra qu'est-ce qui a été listé comme type de pathologie, et c'est vrai, notamment la question schizophrénique qui revient, même si la prévalence n'est pas si simple à démontrer, tant la psychopathologie de la migration est un écosystème immense. Et donc, là encore, c'est pas simple de pointer du doigt les justes causalités, les justes symptômes de cette affaire-là. Alors, pour la première partie, on prend d'abord la définition qui est donnée de la schizophrénie au sens classique, enfin plus ou moins classique du terme. C'est page 30 de l'Anti-Oedipe, dans l'édition classique, les éditions de Minuit. Et il est posé que la schizophrénie est marquée par trois concepts qui constituent sa formule trinitaire. Premier concept, la dissociation.
Puis le deuxième, ce qui renvoie plutôt à des conduites dites autistiques, donc l'autisme. Et puis le troisième concept qui est soulevé par Guattari et Deleuze, c'est l'être au monde, donc la question de l'espace-temps. Et d'ailleurs, l'être au monde, c'est la formule que Bieswanger pose. Donc, la question de la dissociation, disent-ils, est un concept d'abord explicatif, qui prétend indiquer le déficit primaire dont le schizophrène est, porteur. Ensuite, on a plutôt tout ce qui renvoie à, dit-il, un concept compréhensif indiquant la spécificité de l'effet, c'est-à-dire le délire lui-même, la coupure, le détachement de la réalité, accompagné d'une prédominance de la vie intérieure. Bon. Et puis le troisième concept, qui est un concept plus expressif, là où on va découvrir l'homme délirant dans son monde spécifique. Et, dit-il, le problème dans ces trois formes de concepts, c'est que ces trois concepts ont en commun de rapporter le problème de la schizophrénie au moi. Et ça sera une dénonciation assez permanente chez Deleuze et Guattari, ce retour, ce qu'ils appellent ce retour au moi, hein, comme si sans cesse on nous enfermait dans une lecture par rapport au moi. Et d'ailleurs, quand ils disent il faudra schizophréner le névrosé, etc., la schizoanalyse, etc., ça veut dire qu'il faut sortir véritablement la psychanalyse de son, je vais dire sa forclusion, c'est pas bien de dire ça, mais du fait de simplement, enfin, c'est dit de façon très caricaturale, hein, mais il y a quelque chose aussi dans toute caricature qui n'est pas totalement faux. En tout cas, dans le freudisme, c'est une des critiques qu'on peut faire, c'est-à-dire d'insérer chacun dans ce triangle parental qui est le père, la mère, l'Oedipe, et sans cesse d'être ramené à ça. Et, dit-il, le problème, c'est que ça ne marche pas du tout pour le schizophrène qui résiste à cette oedipianisation. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin dans le texte, il dit « Freud n'aime pas les schizophrènes, il n'aime pas leur résistance à l'oedipianisation, il a plutôt tendance à les traiter comme des bêtes. Ils prennent les mots pour des choses, dit-il, ils sont apathiques, narcissiques, coupés du réel, incapables de transfert. » Et on sait souvent que Freud a dit qu'il avait remplacé la névrose par la névrose de transfert. Bon, donc ils sont incapables de transfert. Et alors là, suprême insulte, ils ressemblent à des philosophes. Virgule, ressemblance indésirable. Bon. Et ça, c'est voilà, bon, c'est un point qui dit la faillite de la psychanalyse et même de la psychiatrie pour rattraper la spécificité de la schizophrénie, puisqu'il dit, voilà, le moi, c'est comme papa, maman, il y a longtemps que le schizo n'y croit plus. Il est au-delà, il est derrière, dessous, ailleurs, mais pas dans ces problèmes-là. Et là où il y a des problèmes. C'est ça quand même le point clinique important. C'est que là où il est, il y a des problèmes, des souffrances insurmontables, des pauvretés insupportables. Mais pourquoi vouloir le ramener à ce d'où il est sorti, le remettre dans ces problèmes qui ne sont plus les siens,
bafouer sa vérité à laquelle on a cru suffisamment rendre hommage en lui donnant un idéal coup de chapeau. Donc en gros, le schizophrène est sorti de cette névrose du moi, ce qui est pour Guattari et Deleuze une immense libération, sauf que la psychiatrie et la psychanalyse, pour précisément attraper le solutionnement, entre guillemets, de ces douleurs et de ces souffrances, veut sans cesse le ramener au moi, et veut sans cesse l'insérer dans quelque chose duquel il s'est échappé à juste titre, parce que par ailleurs, pour tout sujet, parce que c'est ça qui est dit derrière, pour tout sujet, il est important aussi de s'échapper de cela. Donc, il continue. La grande découverte de la psychanalyse, c'est bien évidemment la découverte de l'inconscient. Donc ça, il y a bien sûr, chez Guattari et Deleuze, il y a une très grand respect de cette découverte immense qu'est l'inconscient, sauf qu'il y a également une dénonciation forte de la psychanalyse, au sens où elle découvre l'inconscient, et au moment où elle le découvre, elle le recode. Si on prend ce terme deleuzien, qu'on trouve chez Guattari aussi, elle vient le recoder pour lui donner en fait une interprétation profondément réductionniste, dixit bien sûr nos deux camarades, et alors c'est bien évidemment cette interprétation, c'est celle notamment du complexe d'Oedipe, notamment bien sûr, et qui cache en fait un nouvel idéalisme, et c'est bien évidemment une phrase et une formule qu'on connaît bien, à l'inconscient comme usine, puisque c'est ainsi qu'est défini chez Deleuze, chez Guattari, l'inconscient. C'est une usine, c'est une fabrique, c'est une machine désirante, c'est quelque chose qui produit du flux et non pas du code. Donc c'est quelque chose qui casse les codes, c'est quelque chose qui traverse, c'est de l'énergie. Là, on reconnaît très très bien l'aspect spinoziste qu'on trouve chez Deleuze. Il y a un texte magnifique de Deleuze sur Spinoza, le pli. On pourrait tout à fait dire que l'inconscient, c'est que du pli, quoi. Ça se plie, ça se déplie, mais personne n'a précisément l'interprétation définitive de cela. Et bien évidemment, donc, à l'inconscient comme usine, qu'est-ce qu'a fait la psychanalyse, dit-il? Elle a substitué un théâtre, donc un simulacre, un théâtre antique. En l'occurrence, on est revenu à le mythe, la tragédie, Oedipe, etc., Héros, Thanatos, bref, le grand théâtre archi connu, alors que précisément on avait mis les pieds dans la terra incognita qui précisément était apte à faire surgir du réel, et là tout d'un coup c'est quelque chose qui est plus petit. Donc chaque fois qu'on ramène au moi le problème du schizophrène, on ne peut plus que goûter une fausse idée du schizo, et donc à ce moment-là, on va au contraire mettre en place un phénomène de rejet, et c'est pour ça que on figure, parce que alors effectivement, si tout d'un coup on prend le schizo, qui est un phénomène d'éclatement des figures du moi, de fait, on ne peut que être dans la panique par rapport à cette figure, ou dans le rejet, ou dans le dégoût, ou dans la peur, mais on passe à côté. Et donc, c'est ainsi qu'il dit: comment a-t-on pu figurer le schizo, c'est page 26, comme cette loque autiste, séparée du réel et coupée de la vie.
Comment la psychiatrie a-t-elle pu en faire cette loque, le réduire à cet état d'un corps sans organes devenu mort? Ça aussi, c'est une expression qui revient souvent et qui n'est pas simple à expliquer, hein, la notion de corps sans organes, parce que là, ça paraît profondément négatif, et ce n'est pas toujours le cas. La notion d'un corps sans organes, ça peut être aussi un corps qui est profondément libéré de sa définition organique et qui se redéploie précisément comme puissance désirante et comme machine désirante. Donc ce n'est pas nécessairement, encore une fois, une chose négative. Bon. Donc, qu'est-ce que la figure du schizophrène, elle nous enseigne en fait cette vérité du flux, cette vérité du fait que ce qui est en nous, la définition du désir, nous nous trompons en fait, pour définir le désir. Le désir ne manque de rien. Ça, vous le trouvez, page 34. Le désir ne manque de rien. Il ne manque pas de son objet. C'est plutôt le sujet qui manque au désir, ou le désir qui manque de sujet fixe. Le manque est un contre-effet du désir. Dit encore qu'effectivement, nous nous trompons en faisant, ces pages un peu plus loin, page 129. L'inconscient ne pose aucun problème de sens, mais uniquement des problèmes d'usage. La question du désir est non pas qu'est-ce que ça veut dire, mais comment ça marche. Donc ça veut dire que véritablement, le désir, pour comprendre ce qu'est le désir, son fonctionnement, c'est précisément qu'il faut sortir de cette idée qu'il est assimilable au manque. Le désir, c'est ce qui nous permet de produire, de nous mettre en production, et pas ce qui cherche à combler un manque. Page 132, les 3 erreurs sur le désir. Alors, c'est terrible parce que, bien sûr, c'est les 3 erreurs que, entre guillemets, est supposée faire la psychanalyse, notamment. Les 3 erreurs sur le désir s'appellent le manque, la loi et le signifiant. C'est une seule et même erreur. Idéalisme qui forme une pieuse conception de l'inconscient. Et l'on a beau interpréter ces notions dans les termes d'une combinatoire qui fait du manque une place vide, et on ne peut pas, etc., traîner derrière elle leur cortège théologique. Effectivement, insuffisance d'être, culpabilité, signification, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de poser? C'est qu'effectivement, le désir est système de production. Et ce qui éclate avec la figure du schizophrène, c'est ça. C'est que entre lui, le schizophrène, et la nature et son environnement, en fait, il n'y a pas de frontière. En tout cas, c'est comme ça que c'est dit chez Deleuze. Pourquoi ? Parce que la nature, comme le schizophrène, se vit comme processus de production. Et c'est, alors je poursuis, l'éclatante et noire vérité qui gît dans le délire. C'est-à-dire que ce que l'on... Et c'est là où vraiment ce qui est dit du schizophrène, en fait, là,
on voit très bien comment ce serait la vérité d'un sujet totalement libéré des codes et accessible au flux. Et je reviendrai sur le flux. Mais ça se dit là par l'éclatante et noire vérité qui gît dans le délire. Parce que bien évidemment, la société ne fait pas place pour ça. Elle n'a pas envie de... Alors, elle ne fait pas place et en même temps, on va voir que l'ambivalence du capitalisme qui joue avec ça, parce que le capitalisme est aussi un processus de déterritorialisation, de flux, mais en même temps de reterritorialisation. Donc, il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas comme alors que le schizophrène va jusqu'au bout. Et donc, alors pour vous donner un exemple, voilà. Il en est de la schizophrénie comme de l'amour. Il n'y a aucune spécificité ni entité schizophrénique. La schizophrénie est l'univers des machines désirantes, productrices et reproductrices. Le désir, en fait, donc, renvoie à la question des flux. Le désir fait couler, coule et coupe. Alors, pour illustrer ça, il prend une phrase d'Henry Miller, d'Anthropique du cancer. Donc, bien sûr, vous voyez la question, entre guillemets, sexuelle qui arrive. J'aime tout ce qui coule, dit le narrateur, dit Miller, dans son chant du désir. J'aime tout ce qui coule, même le flux menstruel qui emporte les œufs non fécondés. Et mes entrailles s'épandent en un immense flux schizophrénique, évacuation qui me laisse face à face avec l'absolu. Bon, c'est une expérimentation possible. Mais bon, c'est là où, de fait, il y a un aspect profondément littéraire. Mais voilà, bon. Donc, on poursuit. On a vu ce réductionnisme qu'opère le freudisme, effectivement. C'est-à-dire, il le dira aussi d'un autre mot, c'est-à-dire que c'est vrai, hein, de fait, l'analyste ou l'analyse, dit-il, fait de l'interprétation, là où il faudrait faire de l'expérimentation. Hein, par exemple, c'est souvent quelque chose qui revient. Et elle dit, c'était ça. Hein, et la formule, c'était donc ça. C'est donc moi. Hein, l'éternelle et morne découverte d'Oedipe. C'est donc mon père, c'est donc ma mère. Bon, c'est quand même une grosse caricature, parce que on ne fait pas ça quand même. Mais enfin, bon. Donc voilà, donc ça c'est le fait de réduire le mouvement, comment dire, vital, et encore une fois de substituer à cet inconscient usine qui travaille avec des flux, un théâtre antique qui travaille avec des codes, somme toute, assez faciles à interpréter. Et c'est vrai que voilà, l'enjeu, c'est pour la psychanalyse de cesser de ramener le schizo au problème du moi, pareil pour la psychiatrie, de cesser de ce qu'elle fait quand même. Et aussi, idem pour tout individu, en fait. Et c'est pour ça qu'ils parleront d'une nouvelle étape à franchir et de pratiquer non pas l'analyse, mais la schizo-analyse pour essayer, au contraire, de déparentaliser, d'une certaine manière, comment dire, l'analyse. Je reviens encore sur cette définition du désir. La logique du désir rate son objet dès le premier pas.
le premier pas de la division platonicienne qui nous fait choisir entre production et acquisition. Dès que nous mettons le désir du côté de l'acquisition, nous nous faisons du désir une conception idéaliste, c'est vrai, qui le détermine comme manque d'objet, comme manque de l'objet réel. Et donc, voilà, il ne faut pas substituer la question de l'acquisition à la question du faire, à la question de mettre la question de l'avoir, de mettre le désir du côté de l'avoir, alors qu'il est du côté d'une dynamique vitale, de vie, de fécondité, de production, d'ouverture, et non pas au contraire d'acquisition. Et il cite à ce moment-là Clément Rosset, c'est son ouvrage Logique du pire, qui dit très bien effectivement que chaque fois qu'on insiste sur un manque, dont manquerait le désir pour définir son objet, donc chaque fois qu'on définit le désir comme manque, qu'est-ce qui se passe? On fait surgir un monde à côté du monde. Le monde se voit doublé d'un autre monde. Et donc, en fait, on fait surgir la question du fantasme. Et on fait que le désir ne renvoie que à la question fantasmatique, alors qu'il faudrait qu'elle renvoie à la question du réel comme lieu de production et de transformation. Donc, mauvaise théorisation du désir, création d'un autre monde, dit-il encore, le réel n'est pas impossible. Dans le réel, au contraire, tout est possible. Hein. Donc là aussi, renversement classique. Et puis première définition de l'autre terme qui fait le texte de l'Anti-Oedipe, c'est-à-dire le capitalisme. Alors que vient faire le capitalisme dans cette galère? Ces pages notamment 41, et effectivement, ce que Deleuze et Guattari vont essayer de montrer, c'est qu'il existe une certaine parenté de structure. C'est ainsi que Charles Ramon, dans un article paru dans la revue Cité, je ne sais plus en quelle année, mais ça on trouvera, article qui s'appelle Deleuze, schizophrénie, capitalisme et mondialisation. Et justement, il rappelle que qu'il y a une certaine parenté de structure entre capitalisme et schizophrénie, une sorte d'histoire universelle dont le capitalisme et la schizophrénie seraient l'aboutissement. Le mouvement général de l'histoire humaine serait ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, celui d'un codage, puis d'un décodage de plus en plus inexorable de certains flux et qui culmine aujourd'hui, en tout cas de façon sociale et socio-économique, dans le capitalisme. Alors, par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme, mais cette fois-ci de façon négative, ce que la schizophrénie réaliserait de façon positive. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a une déterritorialisation, dans les deux cas, il y a le fait de venir casser du code, mettre du flux, sauf que la schizophrénie va au bout de ça et poursuit le phénomène libératoire, alors que le capitalisme reterritorialise, recode, et donc fait quelque chose de beaucoup plus mortifère.
Mais dans un premier temps, il fait quand même ce passage-là. Il brouille les codes. Page 41. Le capitalisme tend vers un seuil de décodage qui défait le socius. Pas faux, hein, quand même. Le capitalisme défait le socius, de fait, le social. Qui défait le socius au profit d'un corps sans organes et qui, sur ce corps, libère les flux du désir dans un champ déterritorialisé. Est-il exact de dire que la schizophrénie est le produit de la machine capitaliste, comme la manie dépressive et la paranoïa, le produit de la machine despotique, et comme l'hystérie, le produit de la machine territoriale. Donc à chaque régime socio-économique, régime politique, sa pathologie, sa dérive pathologique. Pourquoi ? Parce que en fait, le capitalisme pousse toujours à plus de décodage, à plus de déterritorialisation du socius. C'est la tendance essentielle du capitalisme. Il ne cesse de s'approcher de sa limite. Hein. Et donc il fait ce premier pas. Alors quand on dit-il, que la schizophrénie est notre maladie, la maladie de notre époque, on ne doit pas vouloir dire seulement que la vie moderne rend fou. Donc il ne s'agit pas simplement de dire ça, mais il s'agit de dire que le capitalisme produit une formidable charge schizophrénique. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'à la fois, il fait de la déterritorialisation à l'instar de la schizophrénie, mais en même temps, il instaure ou restaure toutes sortes de territorialités, mais qui, en fait, sont des territorialités factices. C'est-à-dire, il nous enferme après nous avoir ouvert, il recode, il renferme, et donc il va réutiliser tous les grands systèmes fermés, les États, les patries, les familles, et donc d'une certaine manière fermer la machine désirante. Il ouvre la machine désirante, il la ferme. Hein, c'est pas totalement faux. Alors que la schizophrénie, elle, est une production désirante qui, d'une certaine manière, ne veut jamais faire l'épreuve d'une fermeture artificielle. Alors, qu'est-ce que fait, donc on le comprend, qu'est-ce que fait aussi le freudisme comme faute, et là aussi c'est un peu court, mais bon, il commet l'erreur, je l'ai dit tout à l'heure, de limiter au cercle, au triangle familial, papa, maman, moi, hein, tout ce qui pèse sur le sujet, et, dit-il, il ne voit pas que dès l'enfance, en fait, nous sommes plongés, ce que l'antipsychiatrie d'ailleurs sans cesse dit, que nous sommes plongés dans le monde, que nous sommes plongés dans des règles sociales, économiques, et vous avez ça de nouveau dans l'article de Charles Ramon, et que précisément ces règles sociales, ces règles économiques nous informent, nous constituent bien plus que toutes les instances parentales, et que de toute façon, même quand les instances parentales nous constituent, ce qui est vrai, elles sont elles-mêmes constituées par la vérité sociale, et qu'elles sont elles-mêmes prises dans des flux qui les débordent de toutes parts. Et donc, ce que va chercher à faire Guattari et Deleuze, c'est d'essayer
de mettre en place, encore une fois, la schizoanalyse. Et la schizoanalyse consistera, rappelle Charles Ramond, à essayer d'ouvrir chacun au flux du monde entier et de dépasser cette clôture familialiste et relativement dérisoire. Et je cherche bien évidemment la comment. Hop, hop, hop. Voilà, ça y est. Hop. Il y a une formule qui est tout à fait, voilà, épatante. C'est un petit peu plus loin dans le texte. Schizoanalyse qui essaye d'ouvrir, encore une fois, chacun au flux, de façon métaphorique. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie au risque, nous dit Ramond, que la folie prend et qui sans doute fait aussi qu'elle fait une expérience du sujet plus dramatique, mais aussi plus totale. C'est qu'elle prend ce risque d'une exposition totale au flux, d'être traversée par les flux. On en avait, je crois, parlé quand on avait évoqué la question du Precium Doloris ou de l'accident. Je vous avais énoncé la figure d'Actéon. La figure d'Actéon, qui est dit notamment par Giordano Bruno dans Les Fureurs héroïques. Actéon, vous savez, c'est ce personnage qui, parce que il veut être exposé, si j'ose dire, au flux, c'est-à-dire il veut voir ce qu'il n'a pas le droit de voir, à savoir Diane. Il est chasseur, il veut voir Diane, il va réussir à voir Diane. Diane voit qu'elle est vue et à ce moment-là transforme Actéon en cerf et il devient la proie de ses propres chiens. Et qu'est-ce que font ces chiens? Ils le transpercent avec les crocs. Et à ce moment-là, le corps d'Actéon est infiltré par la lumière et par, d'une certaine manière, aussi la puissance lumineuse de la nature et d'une certaine façon de Diane. Et donc, il voit par la chair, par le fait qu'il est transpercé. Bon. Donc, une figure quand même un peu de démembrement assez fort, mais chez Giordano Bruno, c'est une manière d'accéder, pas simplement à une forme d'extase, mais à une forme de présence de fait, puisque vous êtes transpercé. Mais quel prix à payer pour cette présence à. Bon, donc ça c'est la figure d'Actéon, fureur héroïque. L'exposition totale au flux, c'est aussi une autre grande figure qu'on connaît bien en philosophie, à savoir la sortie de la caverne. Que fait le philosophe, celui qui était dans la caverne avec tout le monde et qui décide malgré tout de sortir de la caverne? Vous vous souvenez, hein, dans la République de Platon, qu'est-ce qu'il va être exposé totalement à la lumière, au soleil, et c'est immense. Quelque chose, il ne peut pas faire face d'ailleurs à cette exposition, tellement c'est immense. Et puis petit à petit, il va s'acclimater, etc. Et puis il redescendra. Et là, ce sera une autre forme d'exposition au flux de la ténèbre et qui sera tout aussi dure, puisque on connaît comment le philosophe est traité non seulement dans la caverne, mais plus spécifiquement la grande figure socratique qui est mise à mort. Bon, donc c'est ça. Hein. Nous rappelle encore une fois Ramond, voilà, peut-être la plus ancienne définition que nous donnons à la philosophie elle-même.
autre chose qu'il rappelle, c'est cette parenté entre la littérature et la schizophrénie, et qui fait que, bien évidemment, c'est la figure d'Artaud. Qu'est-ce que c'est que le style? Le style, c'est, je dirais que c'est une expérience codée de la schizophrénie. Ça, c'est moi qui rajoute, hein. C'est pas dit comme ça, mais ça serait presque l'expérience acceptée de la schizophrénie, le style. Je cite, c'est page 158. C'est cela le style, ou plutôt l'absence de style, la syntaxie, la grammaticalité, c'est-à-dire l'absence de grammaire, puisque c'est pas la grammaticalité, c'est agrammaticalité. Moment où le langage, c'est ça qui est important, moment où le langage ne se définit plus par ce qu'il dit. C'est vrai, c'est pas ça le style. Moment où le langage ne se définit plus par ce qu'il dit, encore moins par ce qui le rend signifiant, mais par ce qui le fait couler, fluer, éclater, en l'occurrence la question du désir. La littérature est tout à fait, comme la schizophrénie, un processus et non pas un but, une production et non pas une expression. Et c'est pour ça que chez Guattari et Deleuze, Artaud, le schizo, comme il est dit, et comme lui-même peut se nommer, n'est absolument pas antinomique d'une figure littéraire. Il est la figure littéraire par excellence, c'est-à-dire que sa schizophrénie ne vient pas entacher son style ni sa littérature, ne vient pas dire le contraire de la littérature, précisément pas. Il est comme une sorte pas de parachèvement, mais en tout cas d'idéal type possible. Il y a longtemps qu'il a crevé le mur du signifiant. Voilà une autre définition de la schizophrénie, crever le mur du signifiant, mais c'est aussi une définition du style. Crever le mur du signifiant. Ça nous renvoie encore à cette exposition totale des flux. Quelque chose qu'on vient percer. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on vient percer. Citation liée à l'antipsychiatrie, c'est page 156, où là, il va véritablement renvoyer à une longue citation de Ronald Leng. C'est dans la politique de l'expérience, on en avait parlé. Et Ronald Leng dit ceci: peut-être qu'un jour, on ne saura plus bien ce qu'a pu être la folie. C'est-à-dire qu'en gros, on considérera que ce qui était défini comme la folie n'est pas de la folie. Artaud appartiendra au sol de notre langage et non à sa rupture. Tout ce que nous éprouvons aujourd'hui sur le mode de la limite, de l'étrangeté, de l'insupportable, aura rejoint la sérénité du positif. Et ce qui, pour nous, désigne actuellement cet extérieur, risque bien un jour de nous désigner nous. En fait, la folie dénoue sa parenté avec la maladie mentale. Folie et maladie mentale défont leur appartenance à la même unité anthropologique. Et il dit plus loin, si l'espèce humaine survit, les hommes de l'avenir considéreront notre époque éclairée, j'imagine, comme un véritable siècle d'obscurantisme. En fait, ils riront de nous. Ils sauront que ce que nous appelions schizophrénie était l'une des formes sous lesquelles la lumière a commencé à se faire jour. Bon.
La folie n'est pas un effondrement, elle peut être aussi une percée. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut clairement dire qu'elle n'est plus, encore une fois, du côté de la maladie, elle est plutôt du côté de ce que la société ne veut pas accepter et de ce avec quoi la société doit travailler pour, d'une certaine manière, évoluer elle-même et permettre une libération du sujet plus forte, parce qu'à un moment donné, le sujet ne se fait pas enfermer par tel ou tel code, et il faut venir briser les codes, les lois, les conventions et tout le... D'ailleurs, reconnaissons que, mais c'est comme ça, tant que la société n'a pas recodé ce qui a été brisé comme code, généralement, elle traite celui qui a fait ce travail-là de fou. C'est vrai. Et puis le jour où elle recode, il n'est plus fou, il est pionnier, il est inventeur, bien sûr, il est récupéré et tout va bien. Et c'est aussi comme ça que la société progresse par petit à petit une ingestion comme ça de ce qu'elle pensait être folie alors que ce n'est pas folie. Bon, mais vous voyez qu'on est dans une approche entre guillemets assez littéraire. Pour l'instant, on n'a pas encore... Je ne dis pas qu'on a une vision extraordinairement gaie de la schizophrénie, mais enfin quand même, on a une vision ici posée comme puissance désirante, comme quelque chose qui, bien sûr, il est dit et redit qu'il y a des souffrances insurmontables, etc. Mais enfin, on ne va pas dans le hard de la douleur schizophrénique et du fait de ce qui peut quand même se poser aussi comme maladie. Autre chose qui est très très belle aussi, c'est le fait qu'il va donner une autre définition de la santé. En fait, ce que nous appelons santé, pour lui n'est qu'une, pour eux, plutôt pour Deleuze et Guattari, n'est en fait qu'une pseudo-santé. C'est très nietzschéen, c'est la grande santé, entre guillemets, cosmique, cette santé qui renvoie à la vérité du Zarathustra, etc. Et donc là, il dit la folie des autres n'est pas une vraie folie. La folie de nos patients est un produit de la destruction que nous leur imposons et qu'ils s'imposent eux-mêmes. Que personne n'imagine que nous rencontrons la vraie folie, pas plus que nous sommes vraiment sains d'esprit. La folie à laquelle nous avons affaire chez nos malades est un déguisement grossier, un faux semblant, une caricature grotesque de ce que pourrait être la guérison naturelle de cette étrange intégration, la vraie santé mentale. Alors ça c'est tellement vrai, la vraie santé mentale implique d'une manière ou d'une autre la dissolution de l'ego normal. C'est vrai. Sauf que, voilà, il y a un moment donné où ça ne peut pas être que de la dissolution, quoi. De fait, la vraie santé mentale implique une dissolution, une distanciation, une mise en abîme de cet ego normal, une sorte d'effacement, une sorte d'oubli, et en même temps, ça ne peut pas laisser place simplement qu'à du vide et qu'à un espace qui soit ressenti comme abyssal. Il ne faut pas que ça produise une souffrance. Et si ça produit une souffrance, c'est donc qu'il y a quelque chose là avec lequel il faut travailler. Autre définition encore de ce qui pourrait être ressenti comme schizophrénie, ou cette idée de ce qu'est le flux, le désir, la machine désirante, etc. Il prend la métaphore d'un tableau de Turner. Vous avez tous les toiles de Turner dans la tête, page 157. En regardant ces tableaux, on comprend
crever le signifiant chez Artaud, c'est un peu ça chez Turner. En regardant ces tableaux, on comprend ce que veut dire franchir le mur et pourtant rester, faire passer des flux dont on ne sait plus s'ils nous emportent ailleurs ou s'ils reviennent déjà sur nous, etc., etc., etc. Des passages vraiment, vraiment très, très beaux parce que la toile s'enfonce en elle-même, elle est percée par un trou, un lac, une flamme, une tornade, une explosion. Tout ça, c'est d'une certaine manière comme si, encore une fois, la question de la schizophrénie permettait au sujet de déployer tout un univers de sensorialité différente, de manière d'attraper le réel différemment. La toile est vraiment rompue, fendue par ce qui la perce, surnage seulement un fond de brouillard et d'or, intense, intensif, traversé en profondeur par ce qui vient le fendre dans sa largeur, la schise, tout se brouille et c'est là que se produit la percée et non pas l'effondrement. C'est des choses qu'on peut ressentir d'ailleurs dans des moments un peu épiphaniques. L'art sans cesse peut-être tente de le produire de façon un peu plus systématique, de le modéliser peut-être un peu plus. Et d'où le fait qu'il y a une parenté là aussi entre ce que l'on pourrait appeler la folie, en tout cas le fait de traverser des murs, des frontières, et puis l'art, mais bien évidemment globalement le processus créateur essentiel du sujet qui fait que précisément il tient sur ce qui peut être un effondrement, mais qui en fait est une percée et il surgit de quelque chose qui n'existait pas. Et c'est propre, et quand bien évidemment se fait cela, bon, c'est par là que Turner commence, je dirais, c'est par là que le sujet commence. Hein, Mais voilà, la chose ici est quand même magnifiquement écrite, et de fait, on peut tout d'un coup dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait de... voilà, d'une schizophrénie qui ne serait pas un champ de désir et un champ de vie. Qu'est-ce qu'on fait de cela, même si, vous l'avez compris, et ça sera on terminera sur ça pour la première partie, vous l'avez compris, la schizoanalyse, c'est cela. Hein. La schizoanalyse, ce serait de nous emmener sur ce territoire, dit-il, l'expression est sympathique, le curetage de l'inconscient. Voilà ce que ferait la schizoanalyse. Et alors, il faut comprendre que le curetage de l'inconscient, c'est en fait surtout pas recoder l'inconscient par l'Oedipe. Parce que ça, c'est... Alors ça, voilà. Détruire, la tâche de la schizoanalyse passe par la destruction, tout un nettoyage, tout un curetage de l'inconscient. Détruire Oedipe, l'illusion du moi, le fantoche du surmoi, la culpabilité, la loi, la castration. Il ne s'agit pas de pieuses destructions telles que la psychanalyse en opère sous la bienveillante neutralité de l'analyste, car ce sont là des destructions à la Hegel, des manières de conserver, etc., etc. Elle ose appeler ça la dissolution du complexe d'Oedipe. Tu parles, hein, elle nous le remet, différemment, et donc la schizoanalyse va venir enlever cette arnaque, d'une certaine manière, cette question du pouvoir aussi, parce que c'est la question de ce qu'on vient encoder avec la psychanalyse. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a vu comment cette schizophrénie pouvait être le grand oui au flux du désir, on va maintenant voir la question
question de la psychopathologie de la migration. Alors, d'abord, rapidement, donc on a défini bien sûr la schizophrénie, mais je vous renvoie aussi à un autre article qui s'appelle Fonction exécutive et schizophrénie, qui est dans la revue de neuropsychologie en 2009, de Pierre Thomas et de Renaud Jardry, et qui rappelle bien évidemment que la schizophrénie est une maladie mentale ubiquitaire qui atteint généralement plutôt les jeunes personnes, les adolescents et les adultes jeunes. Son incidence est estimée à 2 sur 10 000 nouveaux cas par an et sa prévalence à 0,7% de la population. Elle se manifeste par des symptômes psychotiques, alors hallucinations, délire, désorganisation conceptuelle, négativisme, une morbidité souvent très forte. Il y a des phases aiguës, des phases qui sont plus résiduelles, et avec un retentissement personnel, familial, relationnel, socio-professionnel qui peut être majeur si des soins ne sont pas trouvés. Et le traitement, rappelle Pierre Thomas et Renaud Jardry, repose sur plusieurs approches. En fait, généralement, 3 grands types d'approches. Une approche pharmacologique, bon, ok, avec des traitements antipsychotiques. Des psychothérapies pour mobiliser les ressources du sujet. Et puis, 3e temps, une réhabilitation psychosociale pour maintenir la place du sujet dans la société. Donc, c'est cette espèce de... Voilà. On va dire qu'auparavant, on considérait que les troubles intellectuels cognitifs étaient considérés comme secondaires par rapport aux perturbations émotionnelles, affectives, et qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir une hypothèse qui privilégie quand même une hypothèse neuro-développementale et en plus avec des facteurs déclenchants. Alors la question de la prise de substance, hein, c'est un grand facteur déclenchant et d'où la jeunesse dans cette histoire, parce que très souvent c'est avec l'usage de substances psychoactives que de fait ça va venir révéler telle ou telle vulnérabilité du sujet, mais par ailleurs il y a d'autres expériences dans la vie et la question c'est de savoir si éventuellement on a des causes du risque accru de schizophrénie et de psychose, par exemple chez ceux qui subissent une migration forcée, un nomadisme forcé, une mobilité forcée. Alors, justement, donc, hop, ça il faut qu'on fasse quand même un investissement dans le fameux micro qui est censé nous permettre de tenir les feuilles et en même temps de trouver la page. Je cherche
Donc ça, c'est une grosse coupure. Hein. Voilà. Hein. C'est noté. Voilà, on reprend. Donc, dans un article « Migration et santé mentale », de Constance Gare, c'était dans la revue L'Information psychiatrique en 2015, quelques enjeux politiques et cliniques de la psychiatrie contemporaine, migration et santé mentale. Bon. Alors, bien évidemment, elle revient sur le fait que la psychopathologie de la migration est très compliquée, généralement, bien évidemment, plus spécifiquement renvoyée à tous les territoires du traumatisme, du post-traumatique, également des troubles de l'adaptation. On peut même aller jusqu'à des questions de suradaptation. Et que psychopathologie de la migration s'énonce comme une catégorie homogène et bien évidemment ne l'est nullement. Diversité et singularité des trajectoires de migration, complexité des situations rencontrées, confusion entre réalité socio-économique et faits cliniques, ça c'est un grand classique. C'est-à-dire que bien évidemment les réalités de précarisation économique notamment sont bien évidemment des facteurs déclenchants et donc souvent on les prendra pour des faits cliniques. C'est tout ce que la psychodynamique a tout à fait bien montré et qui fait que ce sont des vulnérabilités collectives, structurelles, systémiques et non pas des vulnérabilités proprement subjectives. Et donc, cet objet n'est pas simple à penser. Donc, risque accru de schizophrénie et de psychose chez les immigrés. Je vous renvoie à un autre article de Thomas Favard et de Marie-Josée De Alberto, toujours dans l'information psychiatrique, 2015. Alors là, c'est les données françaises, vous verrez. Je ne vais pas rentrer dans tout les études, mais donner simplement quelques faits. Le risque plus élevé de schizophrénie et de psychose chez les immigrés a été particulièrement étudié au Royaume-Uni après l'arrivée massive des sujets venant des Caraïbes, en l'occurrence à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et puis également aux Pays-Bas, après la migration d'un tiers de la population de Suriname dans les années 60 ou 70. Et la plupart des études, rappelle cet article, ont été réalisées en Europe, mais aussi le risque a été également observé dans des pays traditionnels d'immigration, donc c'est pas Australie, Canada, Israël, États-Unis, hein, donc il y a quand même pas mal de méta-analyses, comme on dit, qui viennent quantifier ce risque de façon assez précise et qui le confirment. Parce que, bon, voilà. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des symptômes positifs tels que la désorganisation, les idées délirantes, les hallucinations. Bon. Et puis, chez des sujets plus jeunes, on a effectivement, c'est pas toujours simple de différencier entre la schizophrénie et la mania, donc des comportements maniaques, et notamment maniaco-dépressifs. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, pourquoi il y aurait des causes d'un risque accru ? Tout simplement le stress aigu impliqué dans bien évidemment les parcours d'immigration. Un modèle socio-développemental dans lequel les facteurs
sociaux et environnementaux et génétiques affecteraient le développement cérébral pendant des périodes critiques. Alors, c'est quoi ces facteurs socio-environnementaux? C'est ce que l'auteur appelle l'adversité sociale, c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui sont plus souvent que d'autres confrontées à ce phénomène d'adversité sociale. Alors, l'adversité sociale, c'est la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation, enfin bref, toutes sortes la mésestime, voilà, ou le mot est fort, de défaite sociale. Et résultat, je cite, ces facteurs socio-environnementaux pourraient inclure l'adversité sociale et ou la défaite sociale qui conduirait à une dysrégulation du système dopaminergique. Donc en gros, voilà, quoi, il n'y a plus de dopamine. Et puis, après, il y a différents facteurs environnementaux qui peuvent être associés effectivement à un risque accru de schizophrénie. C'est l'appartenance à un groupe minoritaire. Là aussi, hein, pourquoi ça renforce tout ce qu'on vient de dire. Éventuellement des traumatismes psychiques pendant l'enfance. Bon, donc ça renvoie aussi à des structures familiales manquantes. Bon. Consommation de substances, notamment de cannabis, qui renforce encore tout le système de coupure qui peut être celui du schizophrène. L'environnement urbain, parce que ce sont des lieux d'atomisation plus forts et qui là aussi font ressortir certainement ce phénomène de déterritorialisation là de façon dure. Et non pas de façon positive comme on peut le voir avec comment dire, Deleuze. Autre point important qui peut renforcer et qu'on oublie trop souvent, mais qu'on va oublier de moins en moins parce que la réalité de l'actualité aujourd'hui nous le rappelle, c'est l'histoire, la banalisation de la violence ordinaire qui se joue en fait derrière le terme migration. Et qui a fait qu'on pénètre vraiment dans le post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça vous verrez, je ne vais pas vous lire, mais ce sont des études de cas, c'est Migration, la schizophrénie mexicaine, c'est un texte qu'on trouve dans Études, la revue Études, en 2017, de Benjamin XVI, où là, il a plutôt travaillé sur donc, la question du rapport Mexique-États-Unis. Et il rappelle tout simplement que les migrants payent le prix de 3 phénomènes conjoints: l'emprise des cartels sur le territoire, la corruption des institutions. Donc on voit bien évidemment que la migration est tout sauf une histoire personnelle, c'est une histoire de dysfonctionnement institutionnel total. Et puis la pression des États-Unis sur la politique migratoire mexicaine. Et quelles sont les causes du départ? Bien sûr, la misère, hein, la plupart donnent des raisons économiques, l'impossibilité de gagner correctement sa vie, la misère, bien sûr, mais dès qu'on creuse un peu, dit l'auteur, on se rend compte que beaucoup ont fui les violences de la part des maras, hein, des gangs locaux, et qu'en fait, qu'est-ce qui alimente en continu la route de l'exil? C'est une guerre invisible, mais très violente. Et là, vous verrez dans ce texte les histoires, les témoignages, alors bien évidemment être sans cesse menacé, agenouillé, les mains sur la tête, dépouillé sous la menace d'un sabre, d'un fusil, violé, le racket, etc., etc. Tout ça on connaît bien, hein, tout ce phénomène devant les familles, devant l'enfant, devant le parent. Donc chaque fois le trauma qui vient dévaster une structure entière et qui fait que la ressource
Plus personne ne peut être une ressource. Donc ça, voilà. Et plus loin, le fait que la violence née de la guerre contre les cartels s'est répercutée contre les migrants. Et en fait, qu'est-ce que dit ce texte? Il dit que derrière cette psychopathologie de la migration, il se joue en fait un tabou qui est totalement levé sur la question du respect de la vie humaine. Et que donc, c'est un traumatisme immense, parce que c'est pas une petite épreuve, c'est pas ça qui est en jeu, c'est que la vie humaine est dégradée et tenue pour rien. Et donc, bien évidemment, on voit que, de fait, c'est un facteur grandement déclenchant de clivage, parce que vous traversez le Rubicon de la déshumanisation. Vous faites cette expérience-là, en fait. Pas du tout une petite affaire. Bon. Donc voilà. Et encore une fois, alors avant de clore et d'ouvrir pour les questions, je vous renvoie à un autre texte, oui, qui est assez intéressant d'ailleurs, mais on va passer vite. Le texte de l'article donc dans la Revue internationale de psychosociologie en 2001, donc un texte plus ancien qui s'appelle Psychodynamique de l'expatriation, la nostalgie comme syndrome d'adaptation. C'est un texte de Philippe Robert de Montron, et où il met à mal cette schizophrénie, et cette fois-ci c'est plutôt métaphorique, de la société dans laquelle nous sommes, qui porte au nu le nomadisme, la mobilité, la modernité liquide, les flux aussi. On pourrait dire dans une approche plus nietzschéenne, deleuzienne, sans attache territoriale, les infatigables voyageurs, etc., etc. Et donc qui d'une certaine manière inclinerait chacun à se penser comme migrant chronique, je cite. Et en fait, le fait que pas du tout, à partir du moment d'abord où une mobilité n'est pas désirée, où elle est ressentie comme purement contrainte, elle vient d'autant plus provoquer ce qui est la stabilité dont a besoin aussi le sujet, et qui s'appelle l'éthos. Alors dans sa version un peu réduite, ça serait l'habitus. Bon, l'habitus, c'est trop du code, si on prend le terme chez Bourdieu. Non, l'éthos, c'est plutôt une manière, un geste, une manière d'être, une habitude, mais une habitude qui est certes une routine de vie, mais qui fait que, bien évidemment, à chaque fois, tout un langage, toute une grammaire, toute une hostilité se joue dans le fait de venir briser cet ethos qui est le nôtre. Et dernier autre texte auquel je vous renvoie, qui est intéressant, c'est Psychopathologie et insertion sociale des migrants polonais en France, d'Anna Devarenne-Megas. Et j'ai bien évidemment, je ne sais plus d'où ça vient, mais cet article, Psychopathologie et insertion sociale des migrants, renvoie, là aussi, sur le... Alors là, c'est une recherche clinique qui est fondée principalement sur deux grands types d'enquêtes, ce qu'on appelle le Symptom Checklist et le Social Adjustment Scale. Donc là, il y a vraiment toute une série de ceux qui s'intéressent à ça, avec un questionnaire précis pour vérifier si certains migrants souffrent de symptômes psychopathologiques. Et de fait, alors il y a
un gros... Alors là, en revanche, c'est pas forcément la schizophrénie qui vient devant. Ce qui vient devant, bien évidemment, c'est la question du stress, bon, bien sûr. C'est la question de phénomène de somatisation chronique très très fort, de sentiment de culpabilité très très fort, de dépression, de morbidité mentale, de troubles d'humeur, tout à fait important, et plutôt de la dépression chez les femmes, plutôt de la maniaco-dépression chez les hommes, et puis un impact nocif sur la santé mentale qui va être plus ou moins important du fait qu'il y a ou pas un soutien social communautaire. Et alors, c'est terrible parce que je dirais qu'on switch les pathologies, c'est-à-dire si vous avez un soutien communautaire, ça vous empêche d'avoir un certain type de pathologie, mais ça vous remet dans un autre type de pathologie qui est un sentiment de dépendance fort par rapport aussi à cette communauté. Donc tout de même, c'est jamais simple cette histoire. Et puis voilà, d'autres, une irritabilité très très forte là aussi, donc des passages à l'acte plus comment dire, fréquents, et puis toute une série de facteurs qui font échouer cette insertion du migrant dans son nouvel environnement. Alors je passe rapidement: le facteur linguistique, le facteur du travail, le facteur de la santé, de l'habitat, etc., et qui vient faire que petit à petit, on ne sait plus différencier ce qu'on disait tout à l'heure entre le flé clinique et puis une question de psychodynamique avec toute cette série de facteurs dysfonctionnants et qui, de fait, ne peuvent pas avoir une réponse positive en manière psychopathologique. Voilà. Et puis, je vous renvoie également à un dernier texte de Noé Jedwab et Céline Nguyen. C'est dans Toujours l'information psychiatrique, 2015. Prise en charge des états psychotiques aigus chez les migrants. Le cas particulier des mineurs isolés aux urgences psychiatriques. Et là, vous avez des hypothèses éthiopathogéniques qui sont assez bien listées. Alors, qui renvoient bien sûr à la question du stress. Alors, qui renvoie à l'inverse, une proposition qui est intéressante de dire qui sont les sujets qui migrent. Alors, bien évidemment, tous ceux qui sont pris au piège de la socio-économique, la violence, etc., mais aussi, éventuellement, donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais qui est l'œuf, qui est la poule, ceux qui ont une plus grande disposition à l'errance et qui, de fait, ça questionne la sélection de personnes à risque de décompensation parmi les migrants. La consommation quand même qui est très fréquente de substances toxiques, le fait qu'ils ont été, pour des raisons parce que ce sont des pays qui sont bien évidemment avec des politiques publiques de santé dramatiques, donc ils ont été souvent exposés à des agents pathogènes inhabituels, et ça peut aussi bien évidemment avoir une incidence, des virus neurotrophiques, etc., des carences vitaminiques, enfin bref, toute une série de choses. Des risques psychosociaux bien évidemment bien plus élevés, des dysfonctionnements familiaux, isolement, discrimination raciale, sociale, etc. Bref, la migration est un événement psychique. L'exposition à différents types de traumatismes, le fait qu'ils sont sans cesse pris dans des injonctions contradictoires, le double bind qu'on connaît bien là aussi de Gregory Bateson, etc., et qui font qu'il y a des moments de déréalisation
important, de dépersonnalisation, important, des hypocondries très, très fréquentes, etc., etc., etc. Donc, tout de même, voilà, une psychopathologie de la migration relativement assez conséquente et qui commence quand même à être un petit peu plus, même si c'est loin d'être un phénomène facile à décrypter, mais qui commence quand même à avoir pas mal d'études probantes. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui et si vous avez des questions, on